Fond-de-Latte. C'est une histoire très étonnante que je vais vous raconter, un meurtre peu banal, commis pour des raisons peu banales. La victime s'appelle Alain Leleu. Il a été tué en février 2010 à Champfol, près de Chartres. Et a priori, on l'a tué pour une phrase. Rien que pour une phrase. Je débrieferai cette histoire avec maître Antoine Fabre du barreau de Versailles, qui est avocat de la défense dans ce dossier. Interview à écouter dans un autre podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Fond-de-Latte. Cette histoire commence dans une ambiance piste aux étoiles. C'est quoi la piste aux étoiles, on date ? C'est une émission de télé qui était consacrée au cirque. Ça date des années 60, en noir et blanc. Tu peux pas connaître. Il y a que les vieux schnocks comme moi qui savent. Ah d'accord. Merci pour l'info. De rien, gamin. Donc, disais-je, ambiance piste aux étoiles. Mesdames et messieurs, je vous présente Alain Leleu. Alain qui, bien que ne venant pas d'une grande famille circassienne, genre Zavata ou Bouglione, est arrivé, ma foi, à se faire une jolie place dans le monde du cirque en France. Il parcourt l'Europe pour sélectionner les meilleurs numéros. Il monte des spectacles, il organise des festivals, tout va bien. L'année dernière, sa société Music Art Show a signé un joli chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Malheureusement, c'est là que s'arrête la belle histoire. Nous sommes le lundi 8 février 2010. Ce matin, Alain Leleu devrait être à son bureau, au château de Monchy-Humières, dans l'Oise. Et il n'y est pas. Et il n'a pas prévenu sa secrétaire. Et elle commence à s'inquiéter. Elle tente de l'appeler sur ses deux portables. Messagerie Orange, bonjour. À chaque fois, elle tombe sur sa messagerie. Alors inquiète, elle décide d'appeler sa femme, qui vit en Haute-Savoie. Il ne m'a absolument pas prévenu qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Ça me soucie un peu. Vous savez où il peut être ? Absolument pas. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Normalement, il m'appelle à peu près tous les jours, mais il ne m'a pas appelé. Soyons francs, la secrétaire n'est qu'à moitié surprise. Son patron et sa femme ont pris, comme qui dirait, de la distance. Ils ne se voient pas, ou très rarement. Et par ailleurs, elle sait très bien qu'il n'a pas passé le week-end avec elle. Il était chez sa maîtresse, à Champfol, près de Chartres. Mais bon, c'est sa femme tout de même. Si quelqu'un doit prévenir la police de la disparition d'Alain, c'est elle. Ce qu'elle fait. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. La première chose que font les policiers, c'est de se rencarder sur la maîtresse. Logique. Alors, voilà ce que j'ai pu trouver sur elle. Elle s'appelle Alexandra Nicolas. Elle est, comme on pouvait s'en douter, plus jeune que lui, 37 ans, lui en a 60 ou 61. Elle habite un pavillon à Champfol près de Chartres avec sa petite fille qui a 10 ans. Alors je me suis renseigné, La maison est pas à elle, elle est à lui. Et donc c'est là qu'il a l'habitude de passer tous les week-ends. Eh bien allons la voir, c'est Alexandra. Alain ? Disparu ? Je comprends pas. Il a bien passé le week-end avec vous ? Oui, effectivement. Et il est reparti comme d'habitude, dimanche après-midi vers 15h. Et puis il vous a appelé ? Vous l'avez eu au téléphone ? Non. Vous nous confirmez, madame, que vous avez une relation avec lui ? Relation ? Je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire ? Relation amoureuse ? Ah non, pas du tout, on est juste très amis. Je dirais même que je le considère comme une sorte de père, vous voyez ? Mais ça n'est jamais allé au-delà. Vous l'avez connu comment ? Eh bien, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. J'étais son assistant. D'accord. Eh bien, merci, madame. Si vous apprenez quoi que ce soit qui nous permette de le retrouver, appelez-nous. Je vous en prie. Entendu.
À partir de là, les policiers se lancent dans du classique. Bon, ces deux téléphones ont cessé d'émettre le dimanche après-midi. Aucun mouvement depuis sur ses comptes bancaires. Son badge d'autoroute n'a pas servi depuis non plus. Mais j'ai quand même une piste intéressante. Sa voiture, c'est un gros 4x4. C'est une Audi Q7. Et elle est équipée d'un traceur GPS. Eh oui, nos voitures nous espionnent autant que nos téléphones. D'après le GPS, quand Alain Leleu a quitté Alexandra, le dimanche après-midi, il est allé tout droit jusqu'à Orléans, un trajet d'un peu plus de 80 km. Et depuis, le Q7 borne dans le centre-ville d'Orléans, pas loin de la gare. Les policiers retrouvent la voiture bien garée sur un parking. Pas la moindre trace d'effraction. Pendant 3 jours, ils décident de se mettre en plan sur le parking. Mais personne ne s'approche de la voiture. Alors le procureur décide de passer à l'étape suivante. Vous saisissez le véhicule et vous le confiez à la scientifique. Et donc les policiers embarquent l'Audi Q7 et quand ils ouvrent le coffre, il est là, Alain Leleu, dans le coffre, mort, replié en chien de fusil, recouvert d'un drap rose. Le corps est assez bien conservé, bien qu'on soit 3 semaines après sa disparition. Les températures hivernales ont permis qu'il ne soit pas trop dégradé. Direction la table en inox du médecin légiste. Ce monsieur est décédé d'une asphyxie mécanique avec compression du larynx. Autrement dit, il a été étranglé. Autre chose, docteur? Oui. Regardez ici les griffures à l'arrière des 2 mollets. Cela signifie sans doute que le cadavre a été déplacé en le traînant. Ce qui n'a pas dû être facile, puisque le monsieur pesait 110 kilos. La vie d'Alain Leleu, c'est l'histoire d'une ambition, d'une volonté farouche de réussir. Rien, au départ, ne le prédestinait à la brillante carrière de businessman qu'il a menée par la suite. À 15 ans, Alain est musicien. Il joue du saxophone, plutôt bien, puisqu'il décroche un 2e prix au conservatoire. Et à côté de ça, il joue dans un orchestre de bal. Il est jeune, ça lui fait 3 sous, mais 3 sous seulement, et ça ne lui suffit pas. Alors à 24 ans, il devient banquier, enfin, sous-directeur d'une agence bancaire du Val d'Oise. C'est sûr que c'était plus stable que le métier de saxophoniste, hein. Mais pour autant, il avait gardé ce goût pour le spectacle. À Noël, par exemple. Il s'est mis à organiser le spectacle de fin d'année du comité d'entreprise de la banque. Il a toujours aimé ça, Alain, le spectacle. Et c'est pas parce qu'il était devenu banquier qu'il y avait renoncé. Du coup, il finit par se faire débaucher par l'agence qui organise les spectacles de son comité d'entreprise, et il en devient le directeur. Et il se met à organiser des spectacles clés en main pour les entreprises dans toute la France. Et puis de fil en aiguille, il intègre le festival du cirque de Massy et se met à sillonner les pays de l'Est pour trouver des acrobates, des magiciens, des dresseurs de lions et des clowns. Et le cirque devient le cœur de son métier. Ce qui n'était pas gagné, parce qu'il s'appelle Leleu, pas Bouglione. Est-ce qu'il ne se glisse pas là le mobile de son meurtre, dans cette rivalité avec les vieilles familles du cirque français? C'est sûr que sa réussite plaisait pas à tout le monde, hein, et que son comportement dans le milieu du cirque pouvait choquer certains. Par exemple, quand un de ses concurrents est mort, il s'est empressé de signer des contrats avec tous les artistes qui étaient dans son écurie. Qu'est-ce qui a attiré de tout ça? Eh bien que peut-être sa réussite agacée dans son milieu. Peut-être. Même si les policiers n'ont rien trouvé de précis. C'est une piste à ne pas négliger, mais pour l'instant, elle ne débouche sur rien. Un appel à témoins est lancé dans la presse locale. Et un homme, un drôle de bonhomme, débarque à la brigade criminelle. Voilà, je m'appelle Rémi Santurenne.
Et je suis cartomancien. Je suis voyant, si vous voulez. Et j'ai des révélations importantes à vous faire. Un voyant. Oh, c'est un grand classique. Si vous saviez le nombre d'enquêtes que les voyants viennent parasiter. La plupart du temps, les enquêteurs les envoient bouler, mais parfois, surtout quand ils sont un peu paumés, ils les écoutent. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Suite à l'appel à témoins que vous avez diffusé, j'ai eu un flash. J'ai eu une vision. Des images mentales me sont apparues. Ah bon ? Et il y avait quoi sur ces images mentales ? Eh bien, Alain Leleu était en train de se battre avec une femme. Et c'est une femme qui l'a tué. On latte ? On est d'accord que tu crois pas à ce genre de sornette ? On est d'accord. Sauf que là, tu vas voir, c'est troublant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est troublant, mais j'y crois pas, hein, mais quand même, enfin... Et c'est maintenant que ça devient troublant, quand il ajoute ce détail. Vous devez savoir que selon mes visions, le corps a été déplacé. Hein, Monsieur Leleu n'a pas été tué là où on a trouvé son corps, à Orléans. Le corps a été déplacé. C'est exactement ce qu'avait conclu, vous vous en souvenez, le médecin légiste. Et ça, personne n'est au courant. Ça n'est jamais sorti dans la presse. Il ne pouvait pas savoir. Et donc, conclusion de cet épisode étrange, eh bien, si on s'intéressait aux femmes qui gravitaient dans l'entourage d'Alain, d'autant que d'après ses amis, c'était un homme à femme. Alors, voyons quelle trace il y a de sa passion des femmes dans son ordinateur. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Le type se connectait régulièrement à des sites d'escort girl, des prostituées autrement dit. Et alors il y en a une certaine Marie-Ève, avec laquelle il était très souvent en contact. Et alors regarde les photos, et pas mal le gonzesse. Mate celle-là. Là. Tu dis qu'elle s'appelle Marie-Ève ? Mais bougre de con, tu la reconnais pas ? Cette Marie-Ève, là, c'est Alexandra Nicolas. C'est la fille dont on pensait qu'elle était sa maîtresse et qui nous a dit qu'elle était juste son amie et qu'elle le considérait comme son père. Elle nous a bien roulé dans la farine, celle-là, une amie. Tu parles ? Alexandra Nicolas a donc menti aux policiers. Sa relation avec Alain Leleu n'était pas platonique. Elle couchait bien avec lui. Mieux que ça, elle se faisait payer pour coucher avec lui. Et pourquoi diable a-t-elle menti si ce n'est pour cacher quelque chose aux policiers ? Et ce mensonge est d'autant plus troublant que c'est avec elle qu'il a passé son dernier week-end. Avec elle. Bon, j'ai du nouveau sur la fille, hein. Figure-toi qu'elle a joué dans des films porno à la fin des années 90. 3 films au total. Je les ai regardés, bien entendu pour de strictes raisons professionnelles. Bon, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein. Le premier s'appelle Profession gynécologue, le deuxième Profession plombier, et le troisième s'appelle Le Clochard. Bref, Alexandra Nicolas ressemble de moins en moins à l'image qu'elle a tenté de donner d'elle au début de l'enquête. C'était comme mon papa, qu'elle disait. On n'était rien qu'amis, rien de plus. Tu parles ? Elle l'accompagnait dans tous ses déplacements professionnels et il ne réservait qu'une seule chambre d'hôtel. Et il était sacrément généreux avec elle. À Noël dernier, par exemple, il a viré 40 000 € sur son compte. Et puis il y a cette maison qu'il lui prêtait, sans jamais lui faire payer de loyer. Voici la Miss en garde à vue. Vous nous confirmez, madame, que vous avez été actrice dans des films X ? Actrice ? N'exagérons pas. Disons que j'avais besoin d'argent et que oui, j'ai tourné dans 3 films, mais pas plus. Et ça n'a pas duré plus de 3 mois. Et tout ça, c'est du passé. Et votre activité d'escort girl, alors ? C'est du passé aussi ? Non. Ça, je le reconnais, je continue. C'est comme ça que vous avez rencontré Monsieur Leleu ?
Oui. C'était quand? C'était il y a 8 ans, en 2002. Mais je tiens à préciser qu'Alain n'était pas un client comme les autres. Pourquoi alors est-ce que vous nous avez menti en nous disant qu'il était comme votre père? Eh bien parce que c'est vrai. Il n'avait pas la même place que les autres. Par exemple, il m'invitait au restaurant. Et puis il s'occupait beaucoup de ma petite fille. Et puis on avait des discussions très profondes tous les deux. Je lui parlais beaucoup. Et il m'écoutait. C'était quelqu'un de très attentif. C'était un gentleman. C'était très fort entre nous. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé d'être son assistante. D'accord. Sauf qu'elle n'a jamais été salariée dans l'entreprise d'Alain Leleu. Elle reconnaît aussi qu'il était très généreux avec elle. Et que c'est pour elle et pour sa fille qu'il a acheté le pavillon de Champfol, que par ailleurs, elle a choisi elle-même. Et pour ça, il a déboursé 240 000 €. Et il lui a aussi acheté une voiture. Et il lui payait des vacances. Et on l'a vu, il lui faisait aussi des virements réguliers. Elle dit que tout ça, c'était une contrepartie de son travail au sein de l'entreprise. Les policiers l'interrogent aussi sur le meurtre d'Alain. Elle jure qu'elle n'y est pour rien. Et donc après 3 heures d'interrogatoire, la garde à vue est levée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne reste pas suspecte. D'autant que les policiers viennent de découvrir 2 ou 3 choses intéressantes. Bon, j'ai obtenu une copie du testament de Leleu. Figure-toi que c'est elle qui hérite de la maison de Champfol. On est d'accord que ça nous fait un mobile. Je le tue pour hériter. Autre chose, on l'a placé sur écoute. Et on a repéré un certain Yves. Elle l'appelle tous les jours. Il est informaticien en Seine-Saint-Denis. Et a priori, vu ce qui se raconte au téléphone, ils sont amants. Je dirais même qu'ils sont plus qu'amants. Figurez-vous qu'ils parlent de mariage. Oui, effectivement, le samedi soir, Yves m'a demandé de lui prêter son portable parce que il avait plus de batterie. Et vous savez qui l'a appelé? Oui, bien sûr. Alexandra, son amie avec laquelle il prévoyait de se marier au mois de juillet. Vous savez ce qu'ils se sont dit? Ah non, pas du tout. En revanche, quand il est revenu s'asseoir à table, ce que je peux vous dire, c'est qu'il était livide. Il avait l'air complètement déstabilisé. Et il nous a dit qu'il pouvait pas rester au ski avec nous et qu'il devait rentrer tout de suite à Chartres. Et il vous a donné une raison à ce retour prématuré? Il nous a parlé d'un problème avec Alexandra, mais pas plus. Le bornage téléphonique d'Yves indique que dans la nuit du 6 au 7 février, il a roulé d'une traite jusqu'à Champfol. 7 heures de route, en pleine nuit. Pourquoi? Eh bien peut-être pour aider Alexandra à charger le cadavre d'Alain Leleu dans l'Audi Q7. Retour d'Alexandra Nicolas en garde à vue. Bien, je vous informe, Madame Nicolas, que votre futur mari, Yves, a été lui aussi arrêté et placé en garde à vue. Ah bon? D'accord. Vous ne nous aviez pas dit, madame, que vous alliez vous marier au mois de juillet prochain? Non, je ne l'ai pas jugé utile. Je ne voyais pas le rapport que ça pouvait avoir avec la mort d'Alain. Il le savait, ça, Alain Leleu, que vous alliez vous marier? Oui, bien sûr, il le savait. Ça lui posait aucun problème. Et d'ailleurs, il connaissait Yves. Ils s'entendaient très bien. Madame, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'avenir de votre fille qui a 10 ans, 11 ans, je crois, dépend largement de ce que vous allez nous dire aujourd'hui. Hein? Je peux réfléchir? Bien sûr, madame. On va vous ramener en cellule et vous aurez tout le temps de réfléchir. Vous nous ferez savoir quand vous êtes prête. D'accord. À 3 heures du matin, après avoir réfléchi de longues heures, Alexandra Nicolas demande à être réentendue. Bien. Donc vous avez réfléchi? Oui. Alors je vous laisse raconter ce qui s'est passé le soir du 7 février. Je vous écoute. Ce week-end-là, le samedi, Alain a été
odieux. D'accord ? Sur quel sujet ? Eh bien, sur l'éducation de ma fille. Il voulait que je la mette dans un collège privé. Il disait que sinon, elle allait mal finir. Et moi, je voulais pas. Je voulais qu'elle reste dans le public. Et là, il m'a dit, elle va finir comme toi. Elle va tourner dans des films porno. Et elle va se prostituer. Et ça, j'ai pas supporté. Et là, elle raconte qu'elle était en train de repasser, qu'elle a été devant elle, de dos, assise sur le canapé, qu'elle a attrapé une ceinture sur le tas de linge, qu'elle la lui a passée autour du cou, et qu'elle s'est mise à serrer, longtemps. D'après le légiste, il faut serrer au moins 5 minutes, voire 10 minutes, pour étrangler quelqu'un. Et j'ai relâché quand j'ai senti que j'avais des fourmis dans mes doigts. J'étais dans un état second. Et j'ai réalisé que je l'avais tué. Je suis resté 3 heures, complètement prostré, dans la cuisine. Et puis j'ai fini par appeler Yves qui était au ski. Je lui ai dit ce que j'avais fait. Et il m'a dit, touche à rien, j'arrive. Et c'est donc Yves qui l'a aidé à charger le cadavre d'Alain Leleu dans la voiture. Ils ont roulé jusqu'à Orléans, à 2 voitures. Et ils sont allés garer l'Audi sur un parking pas loin de la gare. Voilà. Alexandra Nicolas est mise en examen pour homicide volontaire, autrement dit pour meurtre, et écrouée à la maison d'arrêt d'Orléans. Yves, lui, est mis en examen pour recel de cadavre et placé sous contrôle judiciaire. Leur procès s'ouvre en février 2014 devant la cour d'assises de Chartres. D'un bout à l'autre, Alexandra Nicolas maintient ce qu'elle a dit au cours de ses aveux. Je voulais pas le tuer. J'ai juste pas supporté ce qu'il a dit à ma fille. Que si je la mettais pas dans une école privée, elle allait devenir comme moi. Une actrice porno. Et une prostituée. Je voulais juste le faire taire. Je réalisais pas ce que je faisais. Et tout au long du procès, elle maintient ce qu'elle a dit depuis le premier jour et qu'on a quand même du mal à croire. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec Alain Leleu. Ma fille et moi, on était juste pour lui une seconde famille. J'étais un peu comme sa fille d'adoption. À la fin, l'avocate générale requiert 18 ans de réclusion criminelle contre elle. Les jurés la condamnent finalement à 15 ans, ce qui n'est pas si mal, puisqu'elle en a encouré 30. Yves, lui, écope de 2 ans de prison. Ils font tous les deux appel, et ils sont donc rejugés à Versailles, en 2015. En appel, elle prend 2 ans de plus, 17 ans de réclusion criminelle. Et lui voit sa peine de 2 ans confirmée. Dans les années qui suivent, la maison de Champhol où Alain Leleu avait installé sa maîtresse reste vide. Elle est pillée et puis régulièrement squattée le week-end et le soir. Jusqu'au 7 octobre 2017, 7 ans après le meurtre d'Alain Leleu. Ce soir-là, un voisin appelle les pompiers. La maison est en flammes. Elle est ravagée par un incendie, d'origine criminelle, dira la police, sans que personne n'ait été arrêté depuis. BMW. 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Venez essayer la BMW électrique qui vous ressemble et savourez le pur plaisir de conduire BMW. Jusqu'au 30 juin, profitez de la BMW iX1 M Sport à 490 € par mois. Offre valable jusqu'au 30 juin 2024 pour une BMW iX1 20 M Sport. Offre LLD 36 mois 30 000 km. Premier loyer de 490 € après déduction du bonus écologique de 4 000 €. Réservé aux particuliers si accord par BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1.
Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté aujourd'hui l'enquête sur le meurtre en 2010 près de Chartres d'Alain Leleu, tué par sa maîtresse, Alexandra Nicolas, laquelle a été condamnée en appel à 17 ans de réclusion criminelle. Et je débriefe cette histoire avec l'un de ses avocats, maître Antoine Fabre du barreau de Versailles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une remarque. La peine de votre cliente est alourdie de 2 ans en appel. Morale de l'histoire, c'est pas toujours une bonne idée de faire appel d'un verdict de cour d'assises, n'est-ce pas ? Eh oui, bonjour Christophe. Effectivement, c'est quelquefois une mauvaise chose de vouloir se lancer en appel, mais j'ai pas été l'avocat en appel. Moi, je ne suis l'avocat de Alexandra que en première instance. C'est-à-dire que vous lui aviez déconseillé d'y aller, elle y est allée, vous lui avez dit allez-y toute seule, quoi. Enfin, sans moi. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Alors à quoi ressemble cette femme ? Parce que c'est la limite un peu de mon exercice, ça me gêne toujours un peu, je parle de gens que je n'ai jamais vus. Est-ce que Alexandra correspond à l'idée sans doute fausse qu'on se fait d'une ancienne actrice porno devenue prostituée ? Moi, je dirais pas ça, si vous voulez. Je la rencontre lorsqu'elle est libre. Elle passe la porte de mon cabinet un jour, elle est dans la salle d'attente. Oui, parce qu'on précise, je l'ai pas expliqué, mais elle est libérée avant le procès. Et elle comparaît libre. Exactement, donc c'est assez particulier puisqu'elle vient me voir en me disant, voilà, je suis mise en examen pour un meurtre, je vais bientôt passer devant la cour d'assises de Chartres. Donc l'affaire est une affaire grave et c'est pas tous les jours qu'on a dans sa salle d'attente quelqu'un pour des faits aussi importants et qui soit libre en même temps. Alors à quoi elle ressemble ? Eh ben c'est une grande femme très distinguée qui vient d'un milieu je dirais plutôt bourgeois avec une bonne éducation, qui s'exprime très bien, qui est très intelligente. Donc pas du tout l'image qu'on aurait, je pense, les uns et les autres, d'une femme qui se serait adonnée à ce type d'activité. Alors on a un mobile qui a manifestement touché les jurés puisqu'il la condamne d'abord à 15 ans de réclusion criminelle puis 17 ans en appel, alors qu'elle encourait 30. C'est donc cette phrase qu'Alain Leleu aurait prononcée. En gros, si tu mets pas ta fille dans une école privée, elle va devenir comme toi, une actrice porno et une prostituée. Ça serait ça le détonateur du meurtre. Oui, tout à fait. J'en suis intimement persuadé. J'ai eu l'occasion de beaucoup échanger avec elle avant le procès. Et c'est une femme dont l'histoire, si vous voulez, tourne autour de sa fille. L'importance de l'enfant, de cet enfant particulièrement, puisqu'il y en a eu un avant cela, est structurant pour elle, fondamental. Son premier enfant qu'elle a perdu. Voilà, exactement. Elle quitte la province, elle monte à Paris, elle est à ce moment-là réceptionniste dans un hôtel, elle a une histoire d'amour tout à fait jolie, mignonne, avec un garçon de son âge, ils ont un enfant, et puis malheureusement, elle va connaître ce que les familles connaissent très durement, la mort subite du nourrisson. Et après, c'est une spirale terrible qui s'enchaîne pour elle. C'est à ce moment-là qu'elle fait du porno, c'est à ce moment-là qu'elle se lance dans cette vie de call girl. C'est plus long que cela, mais oui, si vous voulez, ça commence par le monde de la nuit, avec ce que ça a de pernicieux, des mauvaises rencontres, des sorties, de l'argent, des espèces de possibilités qui s'offrent à vous. Alors au début, c'est des petites choses, des photos, etc., etc. Comment être sûr que cette phrase a été prononcée ? On peut pas. Non, on peut pas, puisque personne n'y était, à part elle, évidemment. Mais la logique, si vous voulez, tend à le considérer. Pourquoi ? Il aurait été facile pour elle de éventuellement expliquer que cela était une forme d'accident, puisque les médecins s'accordaient à dire que si la planche à repasser n'avait pas cédé sous son poids, peut-être que les choses se seraient passées différemment. C'est-à-dire qu'il aurait pu mourir du coup de lapin, c'est ça, provoqué par la planche à repasser, après qu'elle l'a étranglé. C'est très exactement cela, Christophe. Oui, mais c'est pas sûr. Pourtant, oui, c'est pas sûr. Mais pourtant, il aurait suffi qu'elle dise cela, et à l'inverse, elle va dire non, c'est vrai, j'ai serré cette corde pendant 5 minutes. Donc elle s'auto-incrimine
d'une manière très importante en disant cela. Mais j'imagine que vos confrères de la partie civile au procès laissent entendre que cette phrase, possiblement, n'a jamais été prononcée. Oui, mais quand quelqu'un s'auto-incrimine, on a tendance à considérer, si vous voulez, que son discours est assez fiable, puisque si vous ne dites pas la vérité, pourquoi vous seriez à même de vous charger d'en rajouter, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est délicat d'imaginer que quelqu'un ment alors qu'il a un discours qui va à l'encontre de ses intérêts. Ce qui est sûr, c'est que l'argument semble avoir convaincu les jurés, puisqu'ils ne la condamnent qu'à 15 ans, alors qu'elle encourait 30. Donc il lui trouve en quelque sorte des circonstances atténuantes. Elle a été légitimement blessée. Oui, parce que sinon, on ne comprend pas. Évidemment qu'on se dit peut-être qu'il pourrait y avoir un mobile financier. Tout le monde imagine plein de choses. Mais ça ne marche pas non plus. Puisque dès lors, sa vie va être beaucoup plus difficile financièrement après le meurtre. Alors pourquoi l'aurait-elle fait ? Alors si on ne retient pas la phrase qui aurait été le détonateur de l'étranglement, c'est-à-dire si tu ne mets pas ta fille dans une école privée, elle va devenir comme toi, en gros une travailleuse du sexe, il y a possiblement un motif financier, c'est-à-dire le tuer pour qu'elle hérite de la maison et qu'elle file le parfait amour avec Yves. Au passage, je n'ai pas donné le prénom de Yves, c'était il y a des années, cette histoire-là, et je pense que, vu son implication dans le meurtre, il n'est pas nécessaire de donner son nom. Ce raisonnement tient aussi le mobile financier. Moi, je n'y crois pas un instant, parce que sa situation financière se détériore terriblement après cet événement. Tout va être extrêmement compliqué pour elle. Il n'y a aucune raison, alors qu'elle est là, des subsides régulièrement, de vouloir en terminer, si vous voulez. Ça n'aurait rien changé, ce mariage. Je n'y crois pas. Mais ce mariage était bien programmé. Oui, il était programmé à terme, mais au vu des relations qu'ils avaient ensemble, il n'y a pas de raison d'imaginer que ça puisse poser véritablement un souci ou un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire et qu'il nous faut absolument clarifier. Est-ce qu'ils avaient une relation amoureuse ou pas ? Elle parle d'une relation père-fille. On a du mal à le croire. Eh bien oui, c'est ça qui est des fois compliqué dans les histoires. Il faut aller au-delà de l'évidence. Et c'est justement parce que cette histoire existe de cette façon-là que malheureusement le drame se noue de cette façon-là, justement. Parce qu'on nous dit que c'est un homme à femme. Donc un homme à femme qui cohabite des week-ends entiers avec une femme à laquelle il ne touche pas, pardon, mais quel drôle de bonhomme. Ben oui, exactement. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être étonnant, mais elle sera extrêmement déterminée pour expliquer justement cela, et on ne peut pas le comprendre si justement cette histoire ne s'est pas structurée de cette façon-là. Elle me dira, j'ai toujours fait en sorte que ma vie de travailleuse du sexe et ma fille soient des choses hermétiques. Si donc j'ai laissé cet homme connaître ma fille, c'est évidemment parce que nous n'avions pas d'autre relation qu'une relation père-fille. Mais enfin quand même, quand il partait en déplacement professionnel, il ne prenait qu'une piole. Vous voulez dire qu'il dormait sagement côte à côte Et quand il vient à Champfol, ils dorment dans la même chambre. Ah oui. Et donc on est obligé de croire à cette histoire. Je vous avoue que j'ai énormément de mal. Ah, mais vous savez, ce sera d'ailleurs un axe de défense qui sera compliqué parce qu'elle y tient, et que ce serait plus simple de dire à tout le monde ce que tout le monde pense être l'évidence, si vous voulez. Mais ce sera justement le mandat qui est le mien, c'est-à-dire... Et je vais, si vous voulez, la suivre parce que tout cela se construit justement pour les raisons qui sont les siennes. C'est-à-dire qu'elle est heurtée à cause de cette relation particulière. Et lui, il a une raison d'entretenir comme ça lui coûte très cher. La maison 240, les virements, la voiture, les voyages, etc. Lui, il a une raison d'entretenir cette femme avec laquelle il n'a pas de relation amoureuse. Je pense, oui. Alors pour plusieurs raisons, encore une fois. Bon, c'est beaucoup d'argent et en même temps, l'argent, c'est toujours relatif aux moyens qu'on a. Il était riche.
il était très riche. Et Champfol, c'est pas non plus Hollywood. La maison, vous voulez dire? Oui, la maison, c'est une vie très simple qu'elle a. Mmh. Et puis, il n'a pas le droit de boire quand il vient là. Ah, Et voilà, donc c'est plus... donc c'est le une bon- cure, c'est une cure de sevrage alcoolique. Non, c'est plus complexe que cela. C'est un endroit où il a ses charentaises, elle fait un bœuf bourguignon, la petite fille joue dans le salon. Il est loin d'un monde où, quelquefois, il fait des choses peut-être un petit peu plus extravagantes. Justement, par égard, j'ai envie de dire, pour sa famille, puisque tout de même c'est lui la victime, et qu'a priori, Bien sûr. il n'a pas mérité ça, on peut quand même dire deux mots sur lui. Sacré bonhomme, quand même, qui a eu une sacrée carrière, parti de rien. Ah oui, non, mais c'est un homme tout à fait admirable, avec évidemment quelques défauts, mais c'est quand même un homme avec un très grand cœur, une force de travail. Elle est extrêmement attachée à lui. Elle aura de terribles regrets pour son geste. Hein. Alors, il y a quelque chose, moi, dans cette histoire qui me... auquel je n'arrive pas à me plier, c'est l'histoire du voyant. Je ne crois pas aux voyants, et aux cartomanciens ni cartomanciennes. Vous y croyez? Écoutez, il y a peut-être des choses quelquefois qui nous échappent. J'ai pas d'avis tranché sur la question. Bon, n'empêche qu'il dit vrai, c'est ça qui est troublant. Et voilà, c'est pour ça qu'il est compliqué d'avoir un avis tranché sur la question. C'est évoqué au procès, ça, le rôle du voyant. On le fait pas venir à la barre, rassurez-moi. Non. Non. Non, c'est quelque chose qui va totalement être transparent au niveau judiciaire. Finalement, ils se sont mariés avec Yves, elle l'a épousé. Et oui. Ouais. Et ils auront un enfant. Ouais. Donc c'est une histoire. Et puis c'est un homme extrêmement sympathique. Hein. Il accourt quand elle l'appelle. Voilà, il fait ça pour de très belles raisons. C'est vraiment par amour. Elle est sortie de prison, bien sûr. Oui, elle est sortie de prison. C'est une femme qui se reconstruit doucement. Ah bah, peut-être qu'elle a pris le nom de son mari et que donc on ne pourra pas la reconnaître parce qu'il n'y a pas de raison 15 ans après qu'on puisse reconnaître cette femme et qu'on ne lui permette pas de tourner la page. Je vous remercie infiniment, Maître Fabre. Merci Christophe. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.